après que le président Nelson Mandela ait pris le pouvoir, il a lancé un cri d'alerte pour que les investisseurs viennent en Afrique du Sud, parce qu'il faut reconnaître que l'Afrique du Sud était un pays qui faisait craindre, qui faisait peur à cause de la xénophobie. Les investisseurs ne se sentaient pas en sécurité. Et voilà donc, suite à ce cri, M. Baba Dampoulou a pris son courage pour aller investir en Afrique du Sud. Et il faut dire qu'il a choisi un secteur fermé, c'est-à-dire l'immobilier. Exactement. Parce qu'en Afrique du Sud, il n'y a que 2 entreprises qui ont le monopole de l'immobilier, c'est-à-dire les banques et les assurances. Et voici, c'est la première fois qu'on voit une personne individuelle, privée, venir entrer dans ce domaine-là. Et ce qu'il a réussi à faire, c'est de devenir le numéro 1 dans l'immobilier en Afrique du Sud. Je crois qu'il y a de cela quelques années, monsieur, comment on l'appelle, Dangote l'a précédé. Mais sinon, c'est lui qui montre qu'il est possible de venir défier, n'est-ce pas, comment je peux dire, ce qui avait été arrêté depuis le temps, en disant que le secteur immobilier n'est que caporalisé par les assurances. Les assurances et les banques. Lui, il est venu, il a chapeauté ce niveau, et voilà où sa position en Afrique du Sud commence un peu à être remarquée. Oui, et naturellement, c'est ce qui fait entrer la National First Bank? Non, avec la National First Bank, disons que nous sommes en 2017 principalement, où il veut acquérir un immeuble et il s'en va vers le fonds de pension sud-africain, parce qu'il faut dire, c'est avec ce fonds de pension sud-africain pour obtenir un prêt de 22 milliards pour l'acquisition de cet immeuble. Et là, on lui demande de venir avec un apport personnel de 2 milliards qu'il apporte, et dans la convention, cet apport est comme une sorte de garantie, et après, on met l'hypothèque sur l'immeuble. En droit bancaire, l'hypothèque signifie que si vous n'arrivez pas à solder, on récupère l'immeuble. Et voilà donc où pendant 3 ans, le monsieur, par son entreprise, il faut dire qu'on appelle Bestinver, payait chaque mois 400 millions de francs. Et en 3 ans, on est pratiquement 11 milliards. Or, le prêt devait être remboursé en 10 ans. C'était un prêt en long terme. Et vous voyez que fin 2019, début 2020, survient un événement qu'on peut considérer comme cas de force majeure, Covid-19. Et le monsieur connaît un peu un... Est-ce que les banques aujourd'hui sont censées se pencher sur le point au Covid-19 quand il s'agit de retrouver? Généralement, le Covid-19 n'a pas été une pandémie comme toutes les autres, parce que c'est du jamais vu au monde. Les mesures drastiques qu'on a eu à imposer, c'est-à-dire que même les États développés ont revu le mode de fonctionnement, que ce soit des entreprises, que ce soit au niveau des assurances, des dettes, parce qu'on a su qu'il y avait un fléau indépendant de la volonté d'un humain qui peut venir ralentir, parce qu'avec les mesures barrières, avec les confinements, avec les sociétés ne peuvent plus fonctionner de la même manière. Alors c'était un cas de force majeure qui a entraîné ce que nous on appelle un cas de relâchement. Le relâchement. Et voilà, rappelons qu'en 2020, donc, la banque FNE met sur pied un nouveau management. Le nouveau management décide de faire venir cette partie, à savoir Bestinver, et dit qu'on n'est pas d'accord sur les accords préalables. Alors, les 2 choses l'une, vous avez 2 semaines pour payer la totalité de la dette. Une dette qui doit se payer en 10 ans. On doit toujours le rappeler. Et nous sommes en 2021. Comment demander la totalité alors qu'on n'a même pas encore grignoté la moitié? C'est un peu curieux. C'est tellement curieux, c'est pourquoi on dit que c'est de l'inédit. D'accord. Ce qui pique le plus notre curiosité, monsieur, c'est celle de savoir que d'autres personnes, d'autres voix ont eu à dire que d'un côté, monsieur Amadou Dampoulou n'a pas pu gérer ou alors respecter certaines clauses qui étaient dans ce contrat-là. C'est d'où vient aussi également le problème. Non, vous savez, les gens ont le droit de dire, et nous sommes dans un environnement un peu délicat comme le Cameroun, où on dit même ce qu'on ne maîtrise pas. Comment est-ce qu'un prêt
à long terme, parce que dans le fonctionnement de banque, il y a 3 types de prêts: prêts à court terme, à moyen et à long terme. Alors, lorsque vous êtes à 10 ans et qu'en 2021, on vient vous demander de restituer la totalité, qui viendra parler en réalité d'un non-paiement? Non, on a tout de suite compris que l'Afrique du Sud a un fonctionnement particulier, parce qu'il faut qu'on reconnaisse que sur comment on va dire, l'héritage ou alors la masse financière en Afrique du Sud, l'économie, ou mieux dit, c'est la minorité blanche qui tient, qui la détient naturellement. Parce que 75 à 80% de l'économie sont détenus entre les mains des blancs. Alors la majorité noire ne peut que subir le martyre. Donc c'était une sorte d'acharnement, parce qu'on s'est rendu compte, il faut le dire, que c'était un noir. Parce qu'à l'époque, quand il mettait sur pied ces sociétés, il ne se présentait jamais. On voyait toujours ces passerelles de la peau blanche devant. Mais lorsqu'on a pu constater que c'était un noir, et encore un noir de l'Afrique francophone, alors la machine était mise sur pied pour pouvoir, c'est la récupération, récupérer tout ce qui appartenait à l'Afrique du Sud. Quand on parle de récupération, on parle de la saisie de ces biens? Oui. Puisque je vous on peut les estimer à une valeur? On va à près de 300 milliards de francs. On parle, et quand on parle de biens, il faut qu'on dise c'était des entreprises. Parce qu'il y a une différence entre un bien simple et des entreprises. Vous voyez un peu, une entreprise n'est pas un simple bien. Donc tout ce qu'on a saisi, c'était des sociétés, et des sociétés qui fonctionnaient. Or, lorsqu'on voit que ce soit le droit bancaire, les voies d'exécution, on constate vraiment que c'est du jamais vu. On ne peut pas saisir, liquider des entreprises qui sont en plein fonctionnement, parce qu'il faudrait qu'on se rassure d'abord que les entreprises sont soit en difficulté, difficulté de paiement, difficulté dans leur fonctionnement, mais comment des entreprises qui fonctionnent normalement subissent, n'est-ce pas, une telle mesure qui n'est pas prévue, n'est-ce pas, par les démarches, des voies d'exécution, des démarches bancaires. D'accord. Beaucoup d'interrogations sur cette affaire. Nous revenons juste après une courte transition et on parlera notamment de la parcelle de MTN dans cette affaire. Docteur, à quel niveau MTN fait son entrée dans ce conflit entre Baba Amadou Dompulo et naturellement l'Afrique du Sud? Comment est-ce qu'on peut justifier l'implication de MTN, surtout quand on sait qu'il n'y a véritablement pas de lien? En effet, il n'y a pas de lien pour le profane. Mais il y a un jeu croisé qui existe dans cette affaire, parce que la Public Investment Corporation, qui est le fonds de pension sud-africaine, est celle-là qui a, n'est-ce pas, la société qu'on appelle, comment je dirais encore, comment on appelle, la First Rand. La First Rand. Et la First Rand, c'est la maison mère de la First National Bank. D'accord. La First National Bank est actionnaire majoritaire de MTN Group. MTN Group, pas seulement Cameroun. MTN Group. Oui. Et MTN Group a ses actions à MTN Cameroun. Oui. Mais jusque-là, on a l'impression que c'est une corde assez rafistolée, si on peut le dire. C'est aussi ça l'astuce du droit. Parce que on ne va pas jeter ici toutes les carottes, parce que comment on va dire, la procédure ou le problème, il est encore pendant. Oui. C'est pour ça qu'on ne va pas tout dévoiler, mais en droit, il y a des possibilités qui disent que si vous me devez,
et que je n'arrive pas à entrer en possession de mon dû et que je constate que le voisin a votre argent et que lui peut payer, moi je peux saisir. Donc ils sont dans les droits. Mais ils sont dans les droits. De saisir plusieurs milliards comme ça. Mais ce ne sont pas eux qui saisissent, ils vont devant les juridictions. D'accord. C'est le juge qui doit dire s'il y a lieu ou pas. Vous voyez que les profanes font beaucoup de tapage sur des choses qu'ils ignorent parce qu'ils ne comprennent pas ces jeux croisés. Comment est-ce que une histoire... Oh, MTN, c'est une société sud-africaine. Oui. Donc, on ne peut pas dire que MTN n'est pas lié quand on sait que c'est une société sud-africaine, qu'on sait que Tiger Brand est une société sud-africaine. Il fallait qu'on démontre que là-dedans, la First National Bank a ses actions. OK. Et comme elle nous a spoliés, pourquoi elle nous a spoliés? Parce que, souvenez-vous qu'au départ, toutes les parties reconnaissent qu'il s'agissait d'une dette de 22 milliards, qui avait commencé à être soldée. Laissons même qu'elle n'avait pas été soldée, 22 milliards. Mais comment quelqu'un qui vous doit 22 milliards, vous lui prenez près de 300 milliards? Vous voyez, c'est du jamais vu. Or, la liquidation judiciaire consiste à vendre l'actif pour prendre votre dû. Alors, je vous dois 2 millions, vous prenez mon objet, vous vendez peut-être à 10 millions, prenez vos 2 millions et remettez-moi le reste. Or, l'Afrique du Sud a pris les biens estimés à près de 300 milliards, n'a pas récupéré ces 22 milliards pour remettre le reste, elle a tout mis dans ses poches. Et maintenant ici, c'est M. Dampoulou qui est créancier parce qu'on doit à cet homme. Et il dit, ok, généralement, je vais utiliser un langage du quartier comme je me suis dit. On dit que le chien est fort chez lui. Oui. Vous utilisez même du non-droit chez vous. Moi, je m'en vais aussi vous attaquer dans nos territoires où vous avez vous-même vos investissements. Exactement. Pourquoi? Parce que je vais dire, s'il était vrai que je vous devais 22 milliards et que vous avez pris mes 200, 300 milliards, prenez vos 22 milliards, remettez-moi le reste. Voilà où MTN, Tiger Brand ou Chococam se retrouvent pris à partie. Donc les gens essayent un peu de mieux comprendre la situation, qu'ils ne pensent pas que elle est assez ambiguë quand même cette situation. Qu'ils ne pensent pas que c'est une attaque contre MTN en elle-même, non. Ce n'est même pas la société est constituée des actionnaires et ce sont des actions de la FNB qui sont capables de rembourser le dû de M. Dampoulou qu'on peut saisir. Oui. Donc ce n'est pas une affaire comme les Camerounais veulent entrer là et croyant que non, on veut s'attaquer à des sociétés qui n'ont rien à voir, c'est être purement profane. D'accord, on a des téléspectateurs qui nous suivent actuellement, ils ont également des questions. Ils voudraient savoir quelles sont les mesures aujourd'hui que toute la grande équipe, la grande team du milliardaire, de l'homme d'affaires Dampoulou, quelles sont les mesures que cette équipe est en train de prendre pour pouvoir résoudre le problème, mais à l'amiable? Mais attendez, le problème c'est quoi? La société Bestive a toujours voulu que le problème trouve solution autour d'une table. Parce qu'il faut dire que les guerres s'achèvent toujours là où elles auraient dû commencer, autour d'une table. Mais l'Afrique du Sud est fermée à toute négociation. Vous voyez un peu, et c'était encore curieux puisque tous les jugements qui ont été rendus en Afrique du Sud ont été final judgment, c'est-à-dire des jugements définitifs. Et c'est la première fois dans le monde. Parce qu'en droit, quand on vous juge en premier recours ou premier instance, vous avez le droit peut-être de faire appel. Oui. Si vous constatez, mais en Afrique du Sud, tous les jugements ne donnaient pas droit à une sorte d'appel. Bien plus, rappelons-le, on refusait systématiquement les passeports aux avocats camerounais pour aller se présenter en justice. Vous voyez que c'est un projet. Il y a tellement de preuves qui démontrent qu'on est sorti du cadre du droit pour jouer dans le non-droit. Comment refuser à une partie que vous traînez au tribunal de venir quand même se défendre, plaider sa cause, en refusant systématiquement les passeports aux avocats, puisque vous motivez le but pour lequel vous allez en Afrique du Sud. Je suis avocat de... On met le passeport de côté pendant des mois, le procès doit se passer dans 2 semaines, systématiquement dans chaque procès. Est-ce que si l'Afrique du Sud ne se reprochait rien, mais il faut laisser les parties venir, n'est-ce pas, au tribunal et que l'on gagne, que la loi triomphe. Mais c'est parce que jusqu'à aujourd'hui, il est démontré qu'il n'en était rien. C'était tout juste un complot savamment orchestré, n'est-ce pas, contre un investisseur camerounais et par là contre
les devises du Cameroun. Est-ce qu'on doit s'inquiéter des éventuels problèmes diplomatiques entre les deux pays? Mais il y a lieu de s'inquiéter. Pour nous, nous sommes un peu surpris par la réaction du gouvernement timide et timorée de notre gouvernement. Il faut le dire, parce que dans d'autres États, ça se joue 4 sur table. Nous avons vu le président américain dernièrement, Donald Trump, lorsqu'on a voté une nouvelle loi sur l'expropriation des biens de la population pour des raisons d'utilité publique. Et comme en grande partie, c'était les Blancs qui étaient touchés, et l'homme qui a grandi en Afrique du Sud, parce qu'il est aussi sud-africain, alors ils se sont prononcés en disant que non, on est en train d'outrepasser les droits de l'homme. Et Donald Trump, tout de suite, a coupé tous les financements à l'Afrique du Sud. Le président Cyril Ramaphosa a mis sur pied un groupe pour aller voir Donald Trump et négocier. Les États souverains et forts, s'ils constatent que le droit n'est pas appliqué, on active la voie diplomatique. Parce qu'en fait, c'est pourquoi nous proposons cette solution. Il faut activer la voie diplomatique pour amener l'Afrique du Sud à respecter les conventions. Parce qu'en dehors du droit propre à l'Afrique du Sud, il y a des conventions régionales, des conventions sur-régionales, des conventions internationales que chaque partie devra respecter. D'accord. Nous retenons que le gouvernement camerounais sur cette affaire ne s'est pas encore prononcé. On espère que cela... Non, le gouvernement camerounais s'est prononcé parce qu'il a commis un émissaire. Oui. Un ministre, le ministre des Relations extérieures près du Commonwealth, qui est allé, mais le président sud-africain ne l'a pas reçu. L'ambassadeur du Cameroun en Afrique du Sud, chaque jour, demande à rencontrer le président. C'est un refus total. C'est pourquoi je dis au 21e siècle, on ne traite plus les États comme ça. On sait quoi il faut, c'est qu'on peut faire. C'est ça le problème. Il y a quand même des petites, comment je peux dire, des sortes d'essais que notre gouvernement met sur pied, mais ce n'est pas à la hauteur du gouvernement que nous on connaît quand il veut agir. Et là, il y va de la souveraineté du Cameroun. Parce que si un président refuse de recevoir un ambassadeur ou alors quelqu'un que vous mettez en mission avec une lettre express, mais il faut qu'on commence à se poser des questions. Mais nous savons, c'est parce que Cyril, M. Ramaphosa lui-même, il est actionnaire d'MTN, donc c'est comme ça. D'accord, revenons un tout petit peu à MTN. Est-ce qu'il n'y a pas un manque à gagner à un moment donné? Parce que vous avez par exemple les comptes qui sont bloqués, donc les comptes qui sont saisis. Nous avons par exemple le personnel du côté de MTN qu'il faudrait payer. Est-ce qu'il n'y a pas un manque à gagner quand on sait que du côté de Dampoulou, par exemple, ce sont des salaires qui payent également? Bien sûr. La différence, c'est que M. Dampoulou, c'est comment je peux dire, c'est son argent qui est en jeu. Non, vous ne comprenez pas. Est-ce qu'il n'y a pas un manque à gagner? C'est pour ça que je suis en train de venir. Exactement. C'est son argent qui est en jeu. Pourtant, MTN n'appartient à personne. Est-ce que vous comprenez un peu? Nous avons 2 sociétés, vous avez des actionnaires, un groupe de personnes. Donc vous pouvez sacrifier n'importe quelle somme. Moi je suis seul, ça sort de mes poches. Et maintenant, est-ce que vous avez entendu depuis que ces comptes sont saisis que MTN a un problème? En 2023, MTN a eu un bénéfice de 223 milliards. Qui sont rentrés. En 2024, on parle d'un bénéfice. Lui-même à Jeune Afrique, on parle de 148 milliards. Bénéfices. Mais écoutez, une structure qui génère en une année 148 milliards de bénéfices. Et cet argent va où? Ça retourne en Afrique du Sud. Il faut qu'on le dise aux Camerounais. Puisque la filiale mère de MTN ne se trouve pas au Cameroun. Et si vous lisez Éco Matin du 5 janvier, vous allez voir. On venait de mettre à la tête de MTN un nouveau directeur général, je crois, Wanda Matandela. Et on vous dit carrément que la visite qu'il a eue, la rencontre avec le Premier ministre, dans cette rencontre, il y avait un sujet à l'ordre du jour, faire rapatrier les biens vers l'Afrique du Sud. Ne pensez jamais que lorsqu'une société étrangère est établie sur vous, l'argent, le bénéfice reste chez vous. Ça rentre à la source. Donc il ne s'agit pas de l'argent des Camerounais.
Non, les actionnaires se trouvent ailleurs, donc il faudrait que ça retourne à la source et à la source on dispatche à chaque actionnaire. Cela fera forcément l'objet d'un autre thème sur l'investissement des hommes d'affaires dans des pays étrangers, pourquoi pas, parce que là c'est un exemple. Nous avons un téléspectateur qui voudrait savoir si quelque part vous n'avez pas l'impression que le gouvernement est affaibli, vous n'avez pas l'impression que le gouvernement trahit des hommes d'affaires tels que Dampulo, et demain ça peut être une histoire de Fotso, tout un autre homme d'affaires. Est-ce que vous avez l'impression que le gouvernement est faible par rapport à l'Afrique du Sud quant à protéger ses citoyens? Non, le problème c'est que si vous demandez mon avis personnel, le gouvernement camerounais n'est pas faible. Juste que moi je peux dire que dans le gouvernement ou à l'intérieur du gouvernement, il y a des personnes qui sont qui ont fiers, leur couverture à tirer. Oui, qui sont fiers de voir peut-être M. Baba Dampulo dans cet état. Et certains aussi qui se disent que ils ont peut-être, ou ils auraient des pots de vin, des choses constamment derrière les sociétés étrangères au Cameroun. Alors, chacun tire les ficelles. Parce que je vous ai montré tout à l'heure une image. Oui. Comment est-ce que votre président de la République envoie un émissaire rencontrer un autre président qui ne le reçoit pas, mais vous acceptez rencontrer, comment je peux dire, les émissaires de ce même pays. De ce même pays. Peut-être parce que le Cameroun est au-dessus de certaines pratiques. Le Cameroun n'est pas au-dessus de certaines pratiques. Je dis tout juste que c'est la faiblesse de notre pouvoir exécutif parce qu'on ne joue pas tous la même musique. Je crois que c'est le président de la République qui définit la politique, c'est lui qui donne le mot d'ordre. Oui. Et si dans une entreprise, on essaye un peu de ne pas respecter l'autorité du chef, il va de soi que tous ceux qui sont en dessous du chef s'alignent. Mais comment recevoir le DG d'MTN Group bien après qui est venu au Cameroun? Comment recevoir le ministre des Relations extérieures sud-africain qui est venu quand on a saisi les comptes d'MTN? Oui. Comment recevoir le nouveau directeur par le Premier ministre et tout? On se pose des questions. Et nous, on peut dire qu'il y a des complicités internes. Vous voulez dire que vous voulez laisser entendre que ça a été savamment orchestré d'abord ici à l'État du Cameroun. Non, vous savez, généralement on dit que le malheur des uns fait le bonheur des autres. D'accord, c'est ce que vous dites. Je ne peux pas croire que tout le monde ait mal de voir comme cet acharnement sur M. Dampulo. Et vous avez même vu, il y a des chaînes au Cameroun qui ont carrément fait des documentaires pour s'acharner sur l'homme, nous montrer que c'est-à-dire, vous voyez un documentaire taillé sur mesure et lorsque vous êtes professionnel, dès que vous voyez ça, vous pouvez comprendre parce qu'on ne peut pas tout ce qu'on a vu là. Et ça nous fait véritablement un peu réfléchir sur la situation du Cameroun, qui est un pays encore rempli de divisions. On n'arrive pas à faire le distinguo entre nos guerres et lorsqu'on a des guerres avec des étrangers. Toutes les nations fortes savent faire cette différence. On peut se combattre entre nous-mêmes dans la maison, mais si un étranger vient, on fait bloc. Or, au Cameroun, c'est une faiblesse extrême, même au niveau médiatique. Vous allez voir, certains acclament et sont très fiers. Or, la République sud-africaine a été d'un commun accord. Je peux vous dire quelque chose. Les avocats de M. Baba Dampulo, qui étaient les Sud-Africains, quand il a constaté qu'ils ont commencé à jouer pour leur gouvernement, il est venu prendre les avocats au Cameroun. Et voilà comment on refuse systématiquement de laisser ces avocats. Parce que tous se sont rangés que non, un noir de l'Afrique francophone, vous savez, c'est maintenant qu'on parle du deuxième immeuble. Le plus grand gratte-ciel de l'Afrique, qui se trouvait en Afrique du Sud, appartenait à un Camerounais. Quelle fierté quand vous arrivez dans un pays comme ça. Aujourd'hui, c'est un deuxième après celui de l'Égypte. On vous dit le plus haut appartient à un Camerounais. C'est une fierté nationale. Au-delà de toute autre chose, dire que non, ce sont les biens d'un individu, c'est quelqu'un, c'est un patrimoine national qu'il faut, je dis, préserver. Et malheureusement, mais je suis sûr que le gouvernement n'a peut-être pas encore dit son dernier mot, forcément, surtout quand on voudrait savoir si à un moment donné, cela ne va pas affecter d'autres hommes d'affaires, cela ne va pas affecter même le client en question. Non, mais cela pourrait affecter quelques hommes d'affaires, vous voyez, parce qu'il est du rôle de l'État de protéger ses investisseurs hors des frontières. C'est le rôle, je dis, vous avez vu au Cameroun à un moment donné quand on s'est attaqué à Bolloré, vous avez vu le président français venir ici. Non, c'est normal.
Lorsque vous vous attaquez à un investisseur qui est une marque, et de manière historique, nous le disons souvent, le Cameroun a été un protectorat allemand. Pourquoi? Grâce à des industriels. C'est la maison Warman, la famille Warman, qui vient faire des sociétés au Cameroun et qui s'en va dire à leur chancelier, venons prendre ce pays en otage. On ne joue pas avec les hommes d'affaires, parce que les hommes d'affaires sont le bras séculier de l'État. C'est un peu comme le porte-monnaie de la diplomatie. Une diplomatie sans porte-monnaie, elle est vide. Quand les États-Unis se tablent le torse, c'est parce qu'ils savent que Bill Gates est là, tel est là. En cas de problème, rétro-viron, on va vous dire voilà l'investissement de Bill Gates, voilà. C'est ça qui fait la force d'une diplomatie. Alors, si on a une diplomatie sans homme d'affaires, on est inutile. On est inutile. C'est pourquoi les grandes nations ont toujours su protéger leurs hommes d'affaires. Tu t'attaques à un homme d'affaires hors des frontières, l'État prend ça comme une question de souveraineté nationale. D'accord. À cet instant, docteur, vous payez votre client comme un homme blanc comme neige, mais nous savons également que les hommes d'affaires ne sont pas que blancs comme neige. De toute façon, on prend cette transpiration, on revient juste après. Tantôt, est-ce que, même si c'est votre client, est-ce que quelque part, Baba Amadou Dampolo n'a pas failli? Bien, vous avez dit quelque chose tout à l'heure et je voudrais vous répondre avec Blaise Pascal qui dit que l'homme n'est ni bête ni ange. Mais nous sommes dans un domaine carrément technique. Le droit. On doit appliquer le droit. Le droit a ceci de particulier qu'il peut être dû, mais c'est le droit. Oui. Droit le droit peut être dû, mais c'est le droit. Oui. Que dit le droit? Parce que ici nous sommes au carrefour de plusieurs disciplines. Nous sommes au carrefour du droit bancaire. Nous sommes au carrefour de voie d'exécution. Nous sommes au carrefour, n'est-ce pas, de ce qu'on appelle de voie des entreprises. Donc, que disent les droits dans chaque domaine? Ici, celui qui voudrait nous démontrer le contraire vient nous démontrer. Il y a une procédure classique que toutes les banques, quel qu'en soit le lieu où cette banque peut se trouver, qu'il faut respecter. Oui. Il y a ce qu'on appelle une procédure classique dans des voies d'exécution, même si vous avez votre particularité. Qu'est-ce qui fait en ce qu'on puisse saisir, liquider une entreprise? Ça, on n'invente pas. Et la liquidation d'une entreprise, c'est le dernier recours. Quand on a épuisé tous les recours, même la négociation. Mais vous n'avez respecté presque aucune étape. Comment voulez-vous? Moi, vous savez, lorsque moi j'ai été au courant de cette affaire et que j'ai commencé à prendre connaissance, j'avais prêté serment lorsque j'allais à l'école de droit. Oui. Je disais toujours que aller à l'école de droit, c'est prêter serment de combattre tout ce qui est maladroit. Et lorsque j'ai commencé à avoir des maladresses, j'ai dit, mais non, c'est pas l'Afrique du Sud qui peut nous servir ça. Parce que nous, on est en train de souhaiter qu'à l'Union, comment on appelle, au Conseil de sécurité, il y ait une place pour un pays, pour l'Afrique. Et parmi les pays qui sont potentiels, il y a l'Afrique du Sud, il y a le Nigeria. Mais lorsque l'Afrique du Sud nous démontre qu'on ne peut pas respecter le droit, nous on se sent en danger. Qu'est-ce que ce pays peut nous représenter au Conseil de sécurité s'il ne va pas user de sa toute puissance pour piétiner le droit et nous faire avaler le non-droit? Parce que ce problème, en dehors du cas Amadou Dampolo, c'est un problème qui nous amène à réfléchir au-delà. Parce que
les pays qui respectent la liberté, comme disait ça, d'obéissance à la loi qu'on s'est prescrite, pourquoi ne pas respecter l'accord des parties? Alors, je vous donne un prêt que vous devez rembourser en 10 ans. On est encore à 5 ans parce que le prêt devait être remboursé jusqu'en 2029. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'avant 2029, on a saisi tous les biens, on est liquidé. Vous allez nous dire que parce que cette partie aurait fait quoi? Non, appliquer le droit. Est-ce que quelque part l'Afrique du Sud ne voudrait plus avoir certains investisseurs étrangers, je vais dire peut-être camerounais? Mais je vous ai dit une chose, ici il ne s'agit même pas de d'une attaque contre un individu. Il s'agit d'une attaque contre l'État du Cameroun. Pourquoi? Je voudrais faire toujours une lecture historique. Je vous ai dit ici que c'est la caste blanche, la minorité blanche, 15 à 20% qui détient l'économie sud-africaine. Et vous allez donc voir que... Ça a toujours été le cas, si le oui, s'en souvient. Attends, ça a été le cas. C'est pour dire que l'apartheid n'est pas fini. Hein? Sur le plan politique, on a donné la politique aux Noirs. On a donné le pouvoir aux Noirs, mais ils ont dit l'argent, parce que c'est le nerf de la guerre. Ça reste sous le contrôle des Blancs. Alors, rappelez-vous que lorsque Mohamed Kadhafi est décédé, je me souviens encore très bien qu'il y avait eu des petits soucis. Oui. Et je crois que c'est Maître Sekaldi qui disait que dès lors que Mohamed Kadhafi avait décidé de mettre sur pied un fonds, comment c'était encore quoi, un fonds mondial, un fonds monétaire africain, avec pour base le Cameroun, il a déclaré son arrêt de mort. Oui. Vous savez, le lobbying économique, c'est pas un lobbying qui joue, c'est une grande mafia. Pourquoi Kadhafi, en voulant initier le fonds mondial, le fonds, comment je vais dire, monétaire africain, décide que la base soit au Cameroun? Parce que l'immeuble est là, c'est pas fini, la construction à Yaoundé. Pourquoi? Parce que sur le plan stratégique, le Cameroun représente quelque chose, au-delà de tout ce que les gens peuvent dire. Oui. Alors, il faut savoir une chose, il y a une différence entre le produit national brut et le produit interne. On parle du PIB et le PNB. Oui. Lorsqu'on parle du PIB, il s'agit de la masse générée par des entreprises à l'intérieur de l'État. Mais lorsqu'on parle du produit national brut, on prend en compte les entreprises des Camerounais qui sont hors de leurs frontières. Ça veut dire que si on dit que le Cameroun a un produit national brut de 50 à 60% dans la zone CEMAC, sachez qu'on tient compte des investissements de nos sociétés hors des frontières. Et lorsqu'on veut attaquer un État, on attaque son porte-monnaie d'abord. Ne vous amusez jamais. Et on passe par les grands investisseurs. Pardon? Et on passe par les grands investisseurs. Mais bien sûr, ce sont des stratégies. Vous savez, durant le Covid, si vous avez vu l'actualité, M. Dampoulou a donné combien de son propre, c'est-à-dire tiré de sa poche pour la riposte contre le Covid. Pendant que on veut nous montrer que nous, on n'a rien, on n'est rien. On a vu des hommes d'affaires mettre la main dans leur porte-monnaie et donner des centaines de millions et dire que, allez, moi aussi je contribue. On sait que les hommes d'affaires sont, je le dis toujours, des bras séculiers. Dans toute affaire, des bras séculiers également, parce que là nous sommes en pleine échéance électorale. Oui. Est-ce que cette histoire n'est pas liée? Est-ce que ce problème ne serait pas lié? Est-ce que quelque part l'Afrique du Sud ne trahirait pas, j'ai envie de dire, sa position quant à l'échéance électorale à venir? Mais je ne vous le fais pas dire, parce qu'on va peut-être nous prêter des intentions, oui, mais nous pouvons réfléchir. L'attaque de M. Dampoulou a aussi à voir pour nous, parce qu'en dehors d'être juriste, j'ai un peu flirté avec la science politique. Si on commence à étudier les contours de cette affaire, nous allons constater que c'est même jusqu'au président Paul Biya qu'on veut toucher. Pour essayer de fragiliser certains hommes d'affaires. Nous avons vu ce qui s'est passé au Gabon avec Faubert. Mais il y a eu une riposte immédiate. Pourquoi? Parce que, oui, quand on dit Faubert, c'est Foucault Bernard. Il y a eu riposte. Et vous voyez, le gouvernement gabonais a sanctionné
leurs personnes Exactement. qui ont mis à mal cette société. Mais moi, je le dis qu'on a réussi à le faire à la CEMAC parce que, bon, c'est nous les patrons au niveau de la CEMAC. Il faudrait maintenant qu'on montre cette capacité. Or, vous l'avez forcément dit un peu plus en amont que le Cameroun, que l'État du Cameroun n'a pas encore donné son dernier mot. Ouais. Donc, c'est affaire à suivre. Mais à ce moment, qu'est-ce que le groupe préconise? Quelles sont les prochaines étapes, en fait, pour pouvoir sortir, j'ai envie de dire, de ce litige? Quelles sont les prochaines étapes? Non, mais attendez. Monsieur Dampoulou, c'est un monsieur qui croit à la justice. Je vous dis, dans d'autres sociétés, on a vu ce qu'on a toujours fait à MTN au niveau du Nigeria. Oui. Toujours MTN. Jusqu'à brûler même tout, brûler les pylônes. Non, on ne va pas arriver. Non, je dis au Nigeria, je n'ai pas dit au Cameroun. Oui. Dans les exemples parfois peuvent... Non, j'ai dit, voilà ce qui s'est passé au Nigeria. Oui. Mais au Cameroun, M. Dampoulou s'est pris vers la justice et vers son gouvernement en disant, j'ai subi le martyre. Oui. Je me tourne vers vous. Et rappelez-vous que le juge de première instance de Bonandio a ordonné une saisine conservatoire. S'il trouvait qu'il n'y a pas matière, il devait dire que non. C'est parce qu'il y a matière. Et ce qui me conforte dans cette histoire, c'est que nous ne jouons pas aux avocats du diable. J'ai dit juridiquement, c'est impossible que je vous doive 22 milliards, vous me prenez 300 milliards. C'est-à-dire fois 10 fois... Non, sous quelle base? Il y a matière. C'est pourquoi on a ordonné la saisine conservatoire de quelques sommes d'MTN et aussi Chococam. Parce que le juge a constaté qu'effectivement, avec le jeu croisé que je vous ai démontré, les actifs de la First Rank Bank, FNE, se retrouvent jusqu'au Cameroun. Alors, il y a matière à faire en sorte que Baba entre du moins dans ses droits. Il est toujours, le problème est pendant, c'est toujours pendant au niveau du tribunal. Et de l'autre côté, M. Dampoulou espère que notre gouvernement va véritablement activer, n'est-ce pas, le levier diplomatique, parce que c'est ça. Si vous me demandez les solutions, personnellement, je ne vois que deux solutions. Lesquelles? Soit on applique ce qu'on appelle en droit international le principe de réciprocité, ou alors on entre dans un autre jeu qu'on appelle la mesure ex post factum. Voilà deux choses. Mesure ex post factum signifie que on revient à la case de départ. Monsieur, remettez les biens là où ça se trouve. Exactement. Répartons. Vous dites que l'échéance allait en 2010 et il n'a pas à payer. Ok. Mais vous n'avez pas respecté ceci, vous n'avez pas respecté cela, vous n'avez pas... Non, non, non. Revenons sur la table de départ. Prenez votre argent, remettez. Et on a vu ce cas aux États-Unis tout à l'heure avec Donald Trump. Quand Donald Trump prête serment, il constate qu'il y a des officiers qu'on avait démis de leurs fonctions parce qu'ils avaient refusé le vaccin du Covid-19. Ils ont perdu leur emploi. Donald Trump dit non, je veux vous remettre dans vos fonctions et je vais vous payer toutes les années parce que c'était injuste. Ça c'est l'image de la mesure ex post factum. Donc on revient. Mais comme l'Afrique du Sud n'est pas ouverte aux négociations, l'une des mesures par excellence que le Cameroun peut utiliser sur son territoire, c'est le principe de réciprocité. C'est-à-dire vous traitez comme vous nous avez traités. Parce que dans le principe de réciprocité, il faut dire c'est un principe reconnu en droit international. Vous ne pouvez pas gagner chez moi, moi je perds chez vous. C'est encadré même par les codes de la ZLECAf. Le traitement égalitaire. Ça veut dire que quoi? Beko a écrit là-dessus en 1980. Il dit que le domaine international, les relations internationales ressemblent parfois à une jungle où les plus forts peuvent dévorer les fers. Pour cela, il faudrait que j'investisse sur vous, vous investissez chez moi. Au cas où vous ne respectez pas les principes, nous tous, nous ayons des objets sur lesquels on peut se tenir. Vous comprenez? Mais est-ce que vous ne pensez pas que si le Cameroun aujourd'hui adopte ce principe de réciprocité, est-ce que vous ne pensez pas que l'État sera fragilisé quelque part? L'État ne peut pas, au contraire, l'État sortira fort. Parce que ici, il y va de la personnalité de l'État. Je vous ai dit que nous sommes loin d'être
face à un problème d'individu. Oui. Nous sommes à un problème de souveraineté nationale, de souveraineté économique, de souveraineté... Ça, vous l'avez déjà dit. Est-ce que le Cameroun ne gagnerait pas globalement à trouver d'autres moyens pour pouvoir assainir son environnement quant à l'émergence des entrepreneurs? Mais assainir comment? Est-ce que le problème s'est passé à l'intérieur du Cameroun? Non, c'est hors des frontières. On parle d'une protection et l'une des mesures souvent utilisées pour protéger ces investisseurs à l'étranger, c'est parce que nous-mêmes on tient les entreprises de ces gens chez nous. Donc ça leur oblige à respecter les conventions. Je vous dis, le principe de réciprocité n'est pas un principe animalier. Non, il est reconnu et encadré. Parce que je ne peux pas vous laisser venir vous faire du gang chez moi. Vous me mettez les bâtons dans les roues chez vous. De deux choses l'une. Soit vous me laissez aussi pratiquer mon activité et gagner, ou alors je vous mets aussi en mal chez moi. À dire que Baba Dampolo voudrait toujours investir et fait toujours affaire en Afrique du Sud? Mais attendez, pourquoi pas? Malgré ce conflit, le monsieur continue. Pourquoi pas? Puisque les sociétés fonctionnent, elles sont devenues juste des sociétés sud-africaines. On est à près de 6-7 sociétés. Ce n'est pas un jeu. Des choses jamais vues en Afrique, peut-être à la CEMAC. Non, c'est un patrimoine colossal. Et j'ai dit, c'est le patrimoine du Cameroun. Parce que lorsque l'argent rentre, il y a la fiscalité qu'on tire. Il y a les impôts qu'on prélève. Ne pas voir ça comme une affaire d'ampoule, c'est une affaire de fiscalité des impôts du Cameroun. Parce que quand on met même des budgets, on se dit qu'à l'échéance de telle année, on va, parce qu'on compte sur l'argent de nos investisseurs qui entrent. Mais comment on vient vous fragiliser? Imaginons qu'en un an, vous pouvez avoir, par exemple, je dis n'importe quoi, 140 milliards qui viennent de l'Afrique du Sud, et que du jour au lendemain, on dit que ça n'entre plus. Alors que vous saviez le plus souvent que là-bas, on prélève peut-être 10-15% ici. C'est ça. Les économies sont plombées de part et d'autre. Non, les économies sont plombées. C'est-à-dire, ce sont les économies du Cameroun qui sont plombées. Parce que MTN fonctionne, Tiger Brand fonctionne. Le fait qu'on ait gelé ses avoirs ne veut pas dire que le reste d'argent qui fonctionne ne retourne pas. Je vous dis qu'en 2023, 3 milliards partis. En 2024, 148 milliards. Ça ne reste pas chez vous. Ça retourne. Et quand ça retourne, on prélève les impôts, on prélève la fiscalité. Il y a une fiscalité qui est mise en marche. Donc, c'est la souveraineté de l'État qui est touchée. Ce n'est pas une affaire d'un individu simple. D'accord. À ce niveau, je voudrais quand même savoir, parce que les téléspectateurs ont pas mal de questions. Alors, est-ce que vous avez pris la peine d'en parler avec le gouvernement camerounais sur les éventuelles solutions que vous proposez aujourd'hui à la télé? Mais j'ose croire, si le président de la République avait mis un émissaire sur pied pour aller en Afrique du Sud, nous disons et nous connaissons la diplomatie du président Paul Biya, qui aime tout par le dialogue, par la négociation. Mais le problème qu'on se pose, c'est depuis 2021, on ne fait qu'aller jusqu'à quand? Si, après toutes ces voies diplomatiques, je me dis qu'il n'a pas encore été cette voie diplomatique aussi solide. Peut-être c'est dans le but de préserver également les coopérations interpays. Écoutez un peu. La préservation des coopérations voudrait que chaque partie respecte les engagements. En droit, on dit pacta sunt servanda. Chaque partie doit respecter les engagements qu'on s'est donnés. Dès lors qu'il y a une partie qui ne respecte pas, est-ce que c'est le Cameroun qui doit encore être inquiet alors qu'il est déjà inquiété? Non, c'est l'Afrique du Sud qui ne respecte pas. Je vous dis, les accords, les textes de la ZLECAf le dit, un traitement égalitaire. Donc, au sein d'un pays, on ne veut pas voir qu'on traite différemment un étranger d'un national. On doit les traiter au même pied d'égalité, mais l'Afrique du Sud, c'est pas ça. D'ailleurs, si l'apartheid existe toujours, combien de fois les étrangers, vous avez vu dernièrement, toujours en Afrique du Sud, où on avait brûlé les boutiques des étrangers et tout, et c'est pourquoi le Nigeria a riposté que, ok, vous faites ça chez vous,
Nous aussi, on a vos choses. Tellement de cas de xénophobie, oui, un peu de partout. mais nous, et ça fait en sorte que l'Afrique du Sud se calme. Parce que c'est une leçon. C'est une leçon. Malheureusement, le droit international le veut. Qu'il y ait réciprocité lorsqu'on ne respecte pas. Parce que la réciprocité ici, c'est parce que vous constatez qu'il y a des vices de procédure. Vous voyez, c'est parce qu'on constate que voilà ce qu'on s'est dit. Nous connaissons notre gouvernement comme un gouvernement extrêmement diplomatique. Donc, non, mais attendez, la diplomatie ne doit pas s'apparenter à la lâcheté. Moi, je le dis. Vous savez, un État fort, on va tout dire des États-Unis sous l'ère de Donald Trump. Non, mais non. La diplomatie, il y a un temps pour toute chose. Quand on constate que le temps de la diplomatie ne fonctionne pas, alors qu'il y a un arsenal juridique qui nous donne, qui vous dit que le pouvoir, comment on va dire, judiciaire ne peut pas restaurer Baba Dampoulou, parce que la justice est aussi là pour restaurer l'image d'une nation. Effectivement. C'est pour ça qu'il s'est tourné vers les juridictions, que bon, me voilà, voici le problème. Vous-même juge, parce que chez nous en droit on dit Dami facta, dabotibihos, donne-moi les faits et je te donne le droit. Et je vous ai donné le fait, je vous dois 22 milliards, vous me prenez 300-400 milliards. Même si on part voir un profane. Non, à ce niveau, c'est le mot on reste. Le litige suit naturellement son cours. On espère que dans un futur très très proche, on espère que l'homme d'affaires Baba Amadou Dampoulou trouvera gain de cause et que les deux pays, on va parler du Cameroun ici et de l'Afrique du Sud, retrouveront leur bon rapport, parce que c'est le mal qu'on souhaite à tout le monde. Alors avant de nous quitter, docteur, un dernier mot. Oui, si j'ai un dernier mot à donner, c'est que toutes les cartes sont entre les mains de notre gouvernement. Du gouvernement camerounais. Parce qu'il s'agit d'une affaire des nations. Il ne s'agit plus d'une affaire d'individus. L'Afrique du Sud a fait de ce dossier un dossier de l'État sud-africain. Et on l'a démontré à suffisance. Refus systématique, c'est une violation d'un grand principe du droit processuel, le droit à la défense. On dit même si vous avez tué, vous avez droit à un avocat, vous avez droit à ceci. Dès lors que systématiquement, on vous interdit, on refuse que vous ayez un avocat, vous n'allez pas nous empêcher de penser que ça c'est un plan qui a été mis sur pied. Alors, pour cela, les leviers en dehors du pouvoir judiciaire, le pouvoir exécutif, c'est-à-dire notre État, ou par son bras séculier, le gouvernement, peuvent activer le volet diplomatique afin d'amener les parties à se remettre sur la table et à pouvoir trouver un juste milieu. Merci bien, merci également, chers téléspectateurs. Une machination politique, on n'en sait rien pour le moment. Un but, par exemple, qui vise à fragiliser l'économie du Cameroun également. On se pose tellement des questions. Ce qui reste constant, c'est que l'affaire Baba Dampoulou suit son cours et on espère que très prochainement, on aura des avis favorables quant à ce litige. Nous, on se donne rendez-vous pour la prochaine édition. Surtout, vous pouvez revenir quand vous voulez, parce qu'on voudra avoir le fin mot de cette affaire. Je serai disponible, madame. C'est une promesse. On se retrouve demain, forcément. D'ici là, restez connectés sur les multiples programmes de l'Alliance TV, car le journal, c'est à 19h30.